Oui, je sais, ça fait un moment que vous n'avez pas eu votre dose de Shonen Jump, mais vous allez être servi avec ce troisième épisode. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker, blablabla. Tu peux également retrouver tous mes réseaux en description. Allez, sur ce, on perd pas de temps, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, on se retrouve enfin pour la suite de la série consacrée aux 50 faits, secrets et anecdotes sur le célèbre Weekly Shonen Jump. Comme toujours, inutile de vous préciser que je me base sur aucune rumeur, tous les faits sont avérés et confirmés. Allez bref, sans plus attendre, je vous propose de découvrir 50 anecdotes sur le Weekly Shonen Jump, ainsi que sur les mangas qui ont façonné sa légende, qu'ils soient connus ou non. Et on va commencer avec du lourd en revenant une nouvelle fois sur l'importance des Tanto, qui je le rappelle sont des éditeurs attitrés pour épauler les mangas, leur donner la direction à suivre pour leur scénario, etc. Et si le cultissime manga Hokuto no Ken est réputé pour être l'œuvre du duo de génie composé de Buronson au scénario et Tetsuo Hara au dessin, sachez qu'il s'agit en réalité d'un trio derrière ce monument. Et oui, puisqu'il faut aussi accorder du crédit à leur éditeur Nobuhiko Horie, qui a été très influent sur les choix scénaristiques. Et dans les années 80, il s'agissait même également du rédacteur en chef du Jump, c'est dire l'importance de cet homme d'un point de vue plus global. J'en profite pour mentionner le fait que Masanori Morita, le mangaka derrière Rokudenashi Blues ou encore Rookies, était l'assistant de Tetsuo Hara sur Hokuto no Ken, comme quoi tout est plus ou moins lié encore une fois dans le Shonen Jump. Et au passage, la carrière de mangaka de Morita aurait d'ailleurs pu être avortée, puisque ses parents désapprouvaient totalement cette voie, souhaitant qu'il reprenne plutôt les rênes du temple bouddhiste géré par son père. Il réussit finalement à négocier un séjour de 4 ans dans la capitale, c'est ainsi qu'il trouvera son poste d'assistant et qu'il prendra de l'expérience, jusqu'à nous pondre un des plus gros classiques du Shonen Jump qui est devenu Rokudenashi Blues. Cependant, les débuts des aventures de la bande de Taizan Maeda ne trouvèrent pas immédiatement leur public, la série était à la peine dans les sondages de popularité du Jump. Morita inversera la tendance en faisant apparaître de nouveaux personnages et en les développant de façon à leur donner des valeurs et du cœur si propres à la série. Et dans la même veine, c'est Rebound qui a échappé de façon in extremis à un arrêt prématuré. Lancé en 2004 en tant que nouvelle comédie, le manga peine à trouver son public et affiche des ventes insuffisantes. Cependant, ses classements dans le Jump sont loin d'être catastrophiques, une base de lecteurs était déjà conquise, l'autrice Akira Amano décidera alors de s'appuyer dessus pour ainsi changer totalement de registre afin d'orienter sa série sur du pur neketsu, et c'est de cette façon que sa cote de popularité montera en flèche. Il a effectué son grand comeback récemment, mais sachez que le titre du manga Hunter x Hunter puise son inspiration de façon assez originale, puisque Togashi était fan d'un programme nommé Downtown no Gaki no Tsukai ya Arande, un des précurseurs du concept d'essayer de ne pas rire. Dans ce programme, un humoriste qui présentait le show n'arrêtait pas de répéter des mots 2 fois. Hunter deviendra ainsi Hunter x Hunter, le X n'étant là que pour la forme, il ne se prononce pas. Yoshihiro Togashi est marié à Naoko Takeshi, l'autrice du célèbre Sailor Moon pour ceux qui ne le savent pas. Il a d'ailleurs avoué lui-même s'être inspiré d'un character design d'un personnage de sa femme. Le personnage de Karuto Zoldyck de Hunter x Hunter est ainsi inspiré d'Otaru Tomoe dans Sailor Moon, bien qu'il se soit également inspiré de Ai Enma pour ce dernier. Cette référence est sans doute plus connue, mais le personnage d'Hisoka tire quant à lui son inspiration du personnage de Dio Brando dans JoJo's Bizarre Adventure d'Hirohiko Araki, dont Togashi s'est beaucoup inspiré de façon plus générale. Mais en même temps, j'ai envie de dire qui ne s'est pas inspiré d'Araki. Le concept des stands a en grande partie donné naissance à des mangas comme Yu-Gi-Oh! Ou encore Shaman King pour ne citer que, et resté dans le Jump. Malheureusement, je me dois d'enchaîner sur ce drame bien plus récent et je voulais attendre un petit peu avant de le faire, histoire que tout le monde fasse le deuil, que ce soit ses fans, sa famille, etc. Et surtout pour ne pas surfer sur une telle nouvelle, contrairement à certains. Mais l'auteur de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi est décédé le 6 juillet dernier. Son corps a été retrouvé à 300 mètres des côtes de Nago, dans le département d'Okinawa, dans le sud du Japon. Il portait notamment un équipement de plongée, et apparemment il avait tenté de sauver des vies. Il nous a quitté à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui l'une des plus grandes licences de tous les temps, qui aura bercé personnellement mon enfance, donc paix à son âme. On va quand même lui rendre hommage avec des anecdotes beaucoup moins dures, beaucoup sont passés à côté du manga et gardent de Yu-Gi-Oh! L'image d'un animé pour enfants ultra censuré et d'un simple jeu de cartes à collectionner. Pourtant, le manga d'origine, je vous jure qu'il dénote totalement de tous ses préjugés. Ce dernier se veut bien plus sombre et violent, allant même jusqu'à compter certaines morts. Et en parlant de censure, la France n'a jamais connu le premier animé de Yu-Gi-Oh! En effet, avant la série Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que nous connaissons tous, une première série Yu-Gi-Oh! Sous-titrée Yami no Game a vu le jour au Japon le 4 avril 1998, réalisée par le studio Toei Animation et diffusée sur TV Asahi. Basée sur les 7 premiers volumes, cette série n'a pas été exportée car jugée trop violente. J'aimerais maintenant que l'on aborde une collaboration étonnante entre le Shonen Jump et McLaren, une écurie de Formule 1 datant de 1990. Durant cette année-là, plusieurs numéros du magazine mettaient en lumière l'univers de la Formule 1, allant même jusqu'à lancer un manga sur cette discipline, GP Boy, compilé en 2 volumes. En retour, le logo du Shonen Jump apparaissait sur le nez des voitures McLaren MPA 5B. Mais cette collaboration a plus particulièrement touché Dragon Ball. Akira Toriyama était un grand passionné d'automobile.
C'est pour cette raison que l'on peut retrouver plusieurs illustrations des personnages de Dragon Ball participant à des courses de Formule 1, jusque sur des couvertures de tomes, ce qui dénote pourtant totalement de la série. Et on peut même aller encore plus loin puisqu'en juillet 1990, Akira Toriyama fera un petit reportage sur le Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne, où il fera la rencontre d'Ayrton Senna, grand champion de la discipline. Pour l'occasion, Toriyama ira même jusqu'à réaliser un court manga intitulé Battleman F1 GP, où le héros défie les pilotes. Ce manga sera publié en octobre 1990 dans les pages du Weekly Shonen Jump. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Shonen Jump est l'un des rares magazines de manga à mettre en avant uniquement des mangas en couverture de numéros. Par exemple, son principal concurrent, le Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha, met bien plus souvent en avant des idols, seiyuu ou mannequins en petite tenue. C'est aussi un point qui aida le Jump à se démarquer de la concurrence lors de son lancement. Cependant, le Weekly Shonen Jump a également fait quelques exceptions dans son histoire en mettant en avant ses fans, des acteurs et sportifs japonais de l'époque, ou encore les mangakas du magazine pour changer. Je pense notamment à cette cover légendaire du numéro 5-6 célébrant le nouvel an de 1995, elle est extraordinaire. Par contre, seulement 5 personnalités étrangères ont eu droit à ce privilège, comme Ayrton Senna à 2 reprises cité précédemment, mais aussi la légende du basket Shaquille O'Neal en collaboration avec Slam Dunk. Je pense aussi à Carl Lewis qui a même eu droit à son propre one-shot par Takeshi Obata et Junji Yamagiwa. Roberto Baggio, le ballon d'or italien de 1993, avait également eu droit à cet honneur, mais le premier d'entre eux fut le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, la grande classe. Vous connaissez sans aucun doute le grand talent pour le dessin de Yusuke Murata, et bien ce dernier avait rendu hommage aux 40 ans du magazine par le biais de superbes illustrations, mettant en lumière une majeure partie des séries publiées dans ce dernier. Je vous laisse très clairement savourer, et je vous partage quelques-uns de ces nombreux fanarts de séries populaires, c'est un petit plaisir à chaque fois. Enfin, je me dois de revenir sur un fait bien plus récent concernant le retour du manga Hunter x Hunter, et plus particulièrement celui de son auteur. Le 24 mai 2002 restera sans doute dans les mémoires, après plus de 3 ans d'absence et de silence, Yoshihiro Togashi sortira de nulle part à travers un mystérieux compte Twitter affichant des manuscrits très subtils du manga. 24 heures plus tard, et après de nombreuses interrogations, spéculations et des réactions de personnalités du milieu comme Yusuke Murata justement, et même des seiyuu, viendra ensuite une confirmation de la Shueisha. Yoshihiro Togashi deviendra le mangaka le plus suivi sur Twitter en seulement 4 jours et 4 tweets avec plus de 2 millions de followers. On pouvait difficilement lui témoigner plus d'amour et de force pour qu'il continue Hunter x Hunter. Eiichiro Oda est un grand fan de Takehiko Inoue, à tel point qu'il s'agit des rares personnes à qui il a demandé un autographe. C'était lors d'une cérémonie des Shueisha Tezuka Awards, à ses débuts en tant que jeunes auteurs. Il était nerveux, Inoue lui avait même dessiné une illustration de Sakuragi, personnage principal de Slam Dunk qu'Oda possède toujours. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Inoue ne s'en souvenait même plus jusqu'à son nouvel échange avec Eiichiro Oda. En 2009, une enquête dans un magazine demandait à des personnalités quel manga les intéressait, et Takehiko Inoue avait répondu One Piece, une chose qui avait profondément ému Oda au point de conserver également cette page sur son lieu de travail. Mien Roboko est la nouvelle comédie parodique du Shonen Jump lancé en 2020, un animé a même récemment été annoncé, mais je voulais revenir avec vous sur ces couvertures de tomes qui font toujours écho et référence à d'autres œuvres. Pour le moment, Doraemon, One Piece, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Demon Slayer, Haikyuu, Oshinoko et Chainsaw Man sont les premières séries à en avoir fait les frais. Malgré des ventes catastrophiques avec des volumes peinant à dépasser les 3000 ventes en première semaine, le gag manga High School Family continue pourtant toujours son aventure dans le Jump. La raison est simple, il s'agit d'un coup de cœur éditorial et d'un manga qui a tout de même été recommandé par Haruyoshi Furudate, l'auteur de Haikyuu, mais aussi par Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. A l'inverse, il n'est pas rare de voir des nouveautés prometteuses avec des ventes plus que correctes se faire annuler par la rédaction. On pourrait citer les exemples de Phantom Seer ou encore plus récemment celui d'Ayashimon. Le point commun négatif de ces œuvres restera leur mauvais classement, et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les classements ont vraiment une importance majeure sur l'avenir des séries. Un autre exemple de coup de cœur éditorial, Inomaru Sumo. Il faut savoir que ce très bon manga de sport n'a jamais été très populaire, pourtant cela ne lui a pas empêché d'enchaîner 50 publications avant de se compiler en 28 opus et même de s'offrir une adaptation animée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le nom d'un auteur de renom ne fait pas toujours la différence lorsqu'il effectue son retour avec une nouveauté dans le magazine. Je pense à des auteurs comme Masashi Kishimoto, à qui l'on doit Naruto, qui s'est pourtant totalement raté avec Samurai 8, mais c'est loin d'être le seul, vous allez voir. Bull King de Mitsutoshi Shimabukuro, auteur de Toriko, fut un véritable flop, et je ne parle même pas d'Hiroshi Shiibashi, le mangaka derrière l'excellent Nura le scénario des yokai qui a également essuyé plusieurs échecs depuis, comme Illegal Rare ou encore Yui Kamio Let's Lose. Même l'auteur de Belzebub, Ryuhei Itamura, n'a jamais su rebondir après son grand succès, comme en témoignent ses échecs Hungry Mary ou plus récemment Badass Cop Dolphin. Si certains se plaignent du rythme de publication très erratique d'Hunter x Hunter, je vous assure qu'on peut tout de suite relativiser en revenant sur le cas de Bastard, classique du Jump signé Kazushi Agiwara, lancé en 1988 dans le Jump. Le manga n'enchaînera qu'une année et demie de publication pleine avant de voir son rythme s'effondrer. La série connaîtra alors une première longue pause entre le numéro 36 de 1989 avant d'effectuer son grand retour dans le numéro 5-6 de 1997, je sais pas si vous réalisez la durée de la pause. La suite se déroulera avec un rythme mensuel plutôt respecté, jusqu'à ce que le manga soit transféré vers l'Ultra Jump. Et depuis, en 35 ans d'existence, Bastard compte seulement 27 volumes et le dernier est paru en 2012. D'ailleurs, ce rythme très lent de publication, voire même chaotique, ne s'explique pas seulement par des problèmes de santé de l'auteur,
puisque lors de son passage au numérique, ce dernier avait entrepris de redessiner la série depuis le début pour marquer le lancement d'une réédition du manga, une initiative totalement folle qui n'avait pas été forcément bien accueillie par ses fans, déjà bien impatients de découvrir la suite de l'histoire malgré un rythme encore une fois très lent. La popularité d'Akira Toriyama n'est plus à prouver, entre Dr. Slump, une référence en matière de comédie, et Dragon Ball, l'une des plus grandes œuvres de l'histoire. Sachez que Toriyama a également publié de nombreux one-shots et de séries courtes dans le Shonen Jump. Ces dernières s'emparaient systématiquement du lead color et figuraient ainsi sur la couverture du magazine. Cela dit, entre Tokimeka, Kajika, Sandland ou encore le plus récent Jaco le patrouilleur galactique, seul Kowa avait bénéficié de 2 lead colors de façon consécutive pour ses 2 premiers chapitres, un cas unique dans l'histoire du Jump. Voici une illustration de Dr. Stone signée Boichi dans son style habituel. Moins shonen entre guillemets, ça claque tout de suite beaucoup plus je trouve, même si attention, je salue sa façon admirable d'avoir su adapter son style au public du Shonen Jump sur Dr. Stone. D'ailleurs au début de Dr. Stone, Boichi publiait en parallèle son manga Origin, sachant qu'il switchait d'un style totalement différent d'un manga à l'autre, l'un plus shonen encore une fois et l'autre plus seinen pour résumer grossièrement. C'est d'autant plus respectable je trouve. Voici la couverture célébrant les 50 ans du Shonen Jump, il s'agit du numéro 33 de 2018. Vous êtes probablement peu à avoir déjà vu l'illustration en entière puisque la deuxième partie figurait sur la 4ème de couverture. La Shueisha avait proposé aux auteurs publiés de dessiner leur héros en compagnie d'un personnage de manga de leur choix. C'est ainsi qu'est né ce Goku très particulier, mais surtout des duos bien plus réussis comme Izuku et Naruto, donc dites-moi vos duos préférés. Pendant qu'on y est, je vous partage la couverture célébrant le 40e anniversaire du magazine avec 4 œuvres à l'honneur, à savoir Koshikame, One Piece, Naruto et Bleach. D'ailleurs dans ce même numéro, Osamu Akimoto, l'auteur de Koshikame, avait publié 3 chapitres différents. Le premier était le chapitre 1561 du manga, tandis que les 2 autres plus courts, s'intitulant Koshikame History of Jump, rendaient quant à eux hommage à l'histoire du magazine. Mais les anecdotes ne s'arrêtent pas là pour ce numéro si spécial puisqu'il avait également convié des dizaines de séries du passé. Ce numéro possède notamment plusieurs couvertures alternatives, représentant chacune une décennie différente avec les plus grands succès de chaque époque. Sa conception a été faite de telle manière que tourner chaque page révélait alors une couverture légèrement plus petite que la précédente, représentant la décennie précédente. Et pour rappel, c'est aussi dans ce numéro que l'on peut retrouver l'illustration exceptionnelle de Yusuke Murata, mettant en vedette des personnages de la plupart des séries majeures de l'histoire du magazine, un numéro assurément dans la légende. Pour les 30 ans du magazine en 1998, on n'avait pas eu le droit à une couverture spéciale mais simplement au retour d'Akira Toriyama avec les débuts d'une nouvelle série. Il s'agissait de Kajika que je mentionnais plus tôt. Mon coup de cœur revient en revanche à la couverture fêtant le 20e anniversaire du Shonen Jump avec le 32e numéro de 1988. Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Roku Denashi Blues, Saint Seiya, Hokuto no Ken, City Hunter, Bastard ou encore Koshikame. Quelle époque de fou furieux sérieux. Et enfin, histoire de boucler la boucle, dans un style bien plus sobre, voilà la cover célébrant cette fois-ci les 10 ans du Shonen Jump, avec son logo emblématique mis en lumière. On ne parle jamais assez de Gintama, mais si son manga est réputé pour son humour et ses parodies excellentes, son auteur Hideaki Sorachi est également un grand troller. 5. C'est le nombre de fois qu'il a fait croire à une fin du manga à ses fans. Je vous ai déjà parlé de l'influence et de la mainmise que peuvent avoir les éditeurs sur les classements du Jump. Et bien sachez qu'à l'inverse, il n'est jamais rare de retrouver des séries très populaires dans le fond du classement. Il s'agit d'une stratégie marketing incitant les lecteurs à lire les numéros du Jump jusqu'au bout. Par exemple, le manga JoJo's Bizarre Adventure a occupé ce rôle durant quasiment l'intégralité de sa parution dans le Jump. On peut aussi citer le cas de Bleach qui a longtemps enchaîné les trios de fin lors de ces dernières années, alors que les ventes étaient toujours excellentes même si en déclin. Puis si vous voulez un cas plus récent, on peut penser à celui de Food Wars, et celui-là, on a pu le suivre ensemble sur la chaîne. Depuis le lancement de One Piece dans le 34e numéro de 1997, seuls 3 mangas sont parvenus à figurer devant le manga d'Eiichiro Oda sur un classement annuel, en commençant par Kenshin qui avait profité de la fin de Slam Dunk pour s'emparer du trône en 1997. One Piece était déjà 2e pour sa première année. Ce dernier truistera la première place durant 7 années consécutives de 1998 à 2004, avant de s'incliner pour l'unique fois face à Naruto en 2005. One Piece récupérera son trône l'année suivante et maintiendra sa suprématie durant 13 années consécutives, avant de s'incliner de nouveau et cette fois-ci face à l'ampleur du phénomène Demon Slayer en 2019. Pour la promotion de la sortie du film Strong World en 2010, One Piece avait obtenu 3 lead colors consécutifs qui forment une fresque aux couleurs du film, et je trouve que ça claque vraiment pour le coup. D'ailleurs, le 53e numéro de 2009 contient justement le chapitre 0 du manga revenant sur les origines de l'histoire, servant également d'introduction au film Strong World. Bien que certaines séries ne soient pas publiées directement dans le Shonen Jump, il n'est pas rare d'en voir certaines effectuer de petites apparitions avec des chapitres spéciaux visant à faire leur promotion. C'était notamment le cas de Blue Exorcist en 2011, mais des œuvres comme Spy Family, Kaiju numéro 8, Hell's Paradise ou encore Don 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 ont aussi connu une telle mise en avant pour ne citer qu'elle. L'anecdote un peu triste mais j'étais obligé, Boruto a été transféré en 2019 vers le V-Jump afin de laisser place à Samurai 8, nouvelle série très attendue de Masashi Kishimoto. Malheureusement cela ne sera pas le succès espéré et le manga prendra fin en 2020 avec seulement 5 petits tomes. En revanche, s'il s'agit d'un échec au Japon, en France, Samurai 8 fut une grande réussite puisque le manga s'est très bien vendu chez les éditions Kana, une preuve de la fidélité des lecteurs français envers Kishimoto. Contrairement au Japon, comme je vous le disais plus tôt, c'est pas parce que l'auteur est coté que son nouveau manga va plaire. Yoshihiro Togashi et Hunter x Hunter sont souvent décriés pour leurs dessins à tort.
Il faut savoir que les chapitres publiés dans le Shonen Jump sont souvent retouchés avant leur sortie en volume relié. C'est notamment très souvent le cas pour Hunter x Hunter qui possède un rythme de publication très difficile en raison de problèmes de santé de son auteur. Donc voilà, je tenais à éclaircir ce petit point pour certains, mais ne croyez pas que des dessins bâclés, pas finis, des brouillons sortent dans les tomes, c'est faux, totalement faux. Voilà, on arrive à la fin de ce 3ème épisode. En attendant les prochains, n'hésitez pas à me faire part des anecdotes qui vous ont le plus surpris dans cette sélection. Sur ce, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains, puisqu'on va reprendre un bon rythme de vidéos, et croyez-moi, il y a du très lourd qui arrive. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Twitch, Twitter et Instagram principalement, sans oublier bien sûr la chaîne secondaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra.「主役に